Bonjour. Vous organisez, comme tous les ans, le Festival Armor India, début mai, à Morlaix. Vous, votre passion de l'Inde, elle vient du fait que vous y avez vécu pendant 8 ans, à Bombay, pour Total, c'est ça? Total, oui. Et alors, ça vous a plu? Plus que plu, d'ailleurs. Plus que plu, oui. Je ne veux pas dire que j'aime l'Inde. Hein. C'est un pays, c'est un contexte foisonnant, immense et parfois d'ailleurs agaçant. Mais j'estime effectivement que ça vaut la peine de s'y intéresser, en tout cas davantage que ce que la moyenne des gens en France ont fait jusqu'à présent. Il y a beaucoup de clichés et il y a beaucoup de choses qu'on connaît peu. Notamment, vous vouliez parler aussi un peu de Pune, qui est une ville, une petite ville, c'est-à-dire là-bas à l'échelle du sous-continent indien, c'est 5 millions d'habitants, qui n'est pas très loin de Bombay. Oui. Et qui est une ville qui ressemble un peu à Oxford, c'est ça? On a coutume d'appeler Pune l'Oxford indien, parce que c'est une ville universitaire, au sens où dans les 5 millions environ, c'est une ville moyenne en Inde, 5 millions, il y a plus de 10% d'étudiants. Ce qui fait beaucoup, ça se voit dans la ville physiquement, on voit énormément de jeunes et de surcroît de tous les pays. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nationalités, pas seulement indiennes bien sûr. Et c'est une ville de ce point de vue-là qui est intéressante et très vivante. Oui. Parce qu'on oublie que l'Inde est pas seulement à Pune, mais aussi à Lahore, dans le sud, etc., est une ville de la high-tech. Il y a une Silicon Valley, ils attirent beaucoup de... Oui, Bangalore, oui. Ils attirent beaucoup de chercheurs, de jeunes, d'étudiants, etc. Alors... l'Inde, c'est un pays complexe dont l'écrivain V.S. Naipaul avait écrit un livre qui s'appelait « 1 milliard de révoltes » pour souligner à quel point l'individualisme peut être important et plus important qu'on ne le croit. En même temps, c'est un pays qui tient malgré tout. Alors, est-ce que c'est lié au système des castes ou alors à l'hindouisme, à la maîtrise de soi? C'est une grande question. Il faut voir que l'Inde actuelle n'existait pas autrefois en termes politiques. Il n'y a jamais eu de nation indienne, géographiquement, sauf depuis les Anglais, depuis la décolonisation. Donc il y a un peu plus de 65 ans que l'Inde est un pays indépendant, une fédération. C'est grâce au génie, je pense d'ailleurs, des pères fondateurs qui, au lieu de prendre une indépendance sur un seul pays et territoire et des provinces, ont préféré rediviser le pays en États indépendants. Donc ça c'est qui? Mountbatten, Lord Mountbatten? Non, c'est les Indiens, Nehru, Gandhi, Patel, ce sont des gens que les Français connaissent moins d'ailleurs, les pères fondateurs. Et si on compare avec un espace géographique comparable, l'Afrique, l'ancienne Afrique francophone, par exemple, 65 ans après, c'est pas tout à fait maintenant après leur indépendance, il n'y a pas de fédération de cette Afrique francophone. Donc l'Inde peut dire, comme vous dites, l'Inde est restée un pays relativement uni. On n'imagine pas que l'Inde explose. Mais l'emprise de la colonisation britannique est encore forte? L'emprise, non, mais curieusement, effectivement, certaines traditions, la langue anglaise, qui aurait dû n'être utilisée que pendant 10 ans après l'indépendance, elle continue. Et c'est un des meilleurs cadeaux, si on peut dire, que les Anglais ont laissé à l'Inde, le cricket, les clubs. Il y a une boutade qui dit les Indiens, nous n'en voulions pas en anglais, mais nous voulions jouer le jeu à leur place. Mais l'emprise britannique en termes économiques, par exemple, est très, très modeste finalement. Aujourd'hui, mais il y a malgré tout, donc à travers la langue, encore un rôle unificateur. Certaines traditions, certaines méthodes. Alors les castes, oui, bien sûr. Les castes, alors c'est une grande question. Contrairement peut-être à ce que le public croit, le système de castes n'est pas anticonstitutionnel. La constitution indienne n'interdit pas le système de caste. Ce qu'elle interdit, mais c'est les discriminations qui seraient liées aux castes, effectivement. Mais ça crée une certaine soumission. Oui. Donc ça maintient le couvercle. Oui, mais ça, c'est en train d'évoluer énormément. C'est un système extrêmement compliqué. Si vous voulez, depuis le début de l'indépendance, il y a un système de quotas, ce que nous commençons à dire chez nous, discrimination positive, qui permet aux très basses castes, ou même aux hors castes, les Dalits, les intouchables, d'accéder à des postes dans l'administration, voire même dans l'enseignement. Et le bouddhisme? Et le bouddhisme, alors curieusement, le bouddhisme qui est né en Inde et qui s'est répandu dans tout le reste de l'Asie est pratiquement inexistant en Inde aujourd'hui. C'est même pas 1%. Alors la maîtrise de soi vient de quelle religion? Vous dites la maîtrise de soi, c'est-à-dire le fait que le système se maintient, quoi. Les hindous sont a priori des gens pacifiques, même si la violence parfois peut surgir. On l'a vu, il y a eu des viols de touristes. Ça a un peu surpris en Occident. Oui. Ça peut surprendre. Bon, c'est pas facile en quelques mots de parler des viols. Bien sûr, il faudrait regarder dans la mesure du possible les chiffres, les statistiques, que l'Inde de loin n'est pas le pays où il y a le plus de viols. Il faut bien être clair là-dessus. Mais évidemment, on s'attend à un pays qui se prétend une grande démocratie moderne.
on s'attend effectivement à d'autres choses. Ce qui maintient peut-être le système, comme vous le demandez, c'est effectivement la notion fondamentale de l'hindouisme, qui est la religion majoritaire, mais qui n'est pas la religion de tout le monde quand même, hein. C'est ce système de réincarnation qui est sous-jacent, même chez les non-hindous. Donc on a une vie terrestre actuelle et son karma, et on doit se réincarner. Et donc il faut, en quelque sorte, si on est dans une forme actuelle, vivante, eh ben, il faut faire en sorte que la forme suivante soit meilleure. Donc on ne se rebelle pas. Le pourcentage de musulmans par rapport au reste? C'est entre 14 et 15% en moyenne, mais avec des différences là aussi du fait de la taille du pays. Dont on oublie qu'il est quand même le fruit d'une partition. Oui, voilà, c'est un désastre, c'est un véritable désastre. Mais l'Inde, en Inde, c'est la 3e communauté musulmane du monde quand même. Alors, il y avait le Congrès, hein, qui a été fondé par Indira Gandhi. Oui. Alors, c'était quoi? C'était la fille de Gandhi? C'était la fille unique de Nehru. De Nehru. Oui, le mot Gandhi est complètement trompeur. Ça n'a rien à voir. Non, c'est comme les Dupont, non. Non, Gandhi. Donc c'était la fille de Nehru, et non pas de Gandhi. Non, et par ailleurs, elle avait épousé un Gandhi. Elle avait épousé un Gandhi et elle a eu un fils qui s'appelait Rajiv, qui a également été Premier ministre, qui lui aussi a été assassiné. Et donc sa femme, Sonia, qui était une hôtesse de l'air italienne, elle s'est bien gardée de devenir Premier ministre, mais elle a quand même été la présidente du Congrès. Oui. Mais en revanche, il y a un parti qui a émergé et qui est le BJP, dont l'actuel Premier ministre qui vient du Gujarat, je crois, l'État du Gujarat, est membre, et c'est un parti qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il est il est nationaliste et assez inquiétant à certains égards. Il est nationaliste, il est libéral en économie, on appellerait chez nous ça un parti de droite, hein, et c'est un parti qui effectivement au départ a été fondé par des fondamentalistes hindous. Mais comme il a maintenant une stature nationale sur l'ensemble du pays, ce qu'il n'avait pas il y a encore une dizaine d'années, il s'est bien entendu dilué. Donc il y a dans le BJP, comme ça peut arriver dans d'autres pays, différents courants. Il subsiste en fait, et ça c'est ce qui traduit les craintes de beaucoup de gens, il subsiste toujours des sections nationalistes, intégristes hindous. Alors venons-en au festival Armor India, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la 9e édition, vous faites venir des jeunes, vous organisez aussi une grande exposition sur les attentats de Bombay, qui ont maintenant 6 ou 7 ans. On veut suivre cette actualité finalement, dans la mesure où moi j'ai vécu donc à Bombay très longtemps, j'y retourne régulièrement, et notamment lors des attentats de novembre 2008, j'ai failli me trouver là. Et notamment dans les endroits qui étaient visés par les terroristes. C'est une série d'attentats qui, à certains égards, ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu à Paris et dans d'autres. C'est un groupe de terroristes, une dizaine, qui tirent à l'aveuglette dans des endroits bien ciblés, c'est-à-dire le plus grand hôtel de Bombay, où on trouve des étrangers, un des bistrots branchés, etc. Et donc, par hasard, j'ai retrouvé des photos que j'avais prises moi-même quelques mois après, à Bombay, de fresques murales très étonnantes qui avaient été réalisées par des jeunes, des ados ou quelques artistes sur des kilomètres de murs près du sud de Bombay. Et ces photos donc, vont être utilisées, parce que ces fresques ont disparu depuis quelques 6 ans, 7 ans, on va les utiliser pour en faire des tirages sur des bâches qui seront ensuite exposées à Morlaix dans la cour de la manufacture. Parce que j'ai un de mes amis qui est rentré d'Inde récemment et qui me disait le Times of India au mois de janvier, après les attentats en France, a fait un article un peu sarcastique en disant mais vraiment les Français se prennent pour le centre du monde. Nous avons eu 165 morts lors de ces attentats et on n'en a pas autant parlé. Oui, je partage entièrement ce point de vue, même si je ne peux pas l'exprimer comme lui peut-être, mais oui, c'est 170 morts, je crois, dont 35 étrangers, qui étaient la principale cible d'ailleurs, et dont 2 Français peut-être. Et qui venaient, terroristes qui venaient du Pakistan. Qui venaient du Pakistan. Avec qui les rapports sont toujours aussi tendus. Oui, sont toujours les rapports politiques. Hein, je pense que le rapport des populations serait très facile, il n'y a pas de raison, en tout cas entre les Indiens du Nord et les Punjabis du Pakistan, mais c'est un problème politique, géopolitique même. Donc ces attentats, en effet, c'est vrai, auraient mérité peut-être d'être plus médiatisés en France. Alors vous voulez développer les échanges, vous faites venir des jeunes Indiens pour la durée du festival, donc du 2 au 17, je crois, une quinzaine de jours, à la manufacture des tabacs à Morlaix. Cette année, il y en a 60, je crois, qui viennent et qui vont être hébergés chez l'habitant. Oui, on veut créer un effet de volume, c'est-à-dire des échanges linguistiques, il y en a partout. Avec l'Inde, il y en a un certain nombre en France, et en Bretagne, pas beaucoup. Mais depuis 2 ans environ, on essaie de rassembler plusieurs établissements d'enseignement, en gros des lycées, si vous voulez, chez nous, des premières et des terminales, et leurs équivalents dans les collèges de Bombay et de Pune, et des collèges assez prestigieux.
prestigieux d'ailleurs à l'échelle indienne. Et donc ça se passe de la manière suivante. Les jeunes Indiens viennent en mai en Bretagne et les jeunes Français, leurs correspondants, vont les visiter soit en août, soit en décembre. Et donc nous aurons, parce qu'on a tout fait pour ça, nous aurons au mois de mai, pardon, dans la région, alors c'est pas seulement Morlaix, ça peut aller jusqu'à Landerneau, Lannion, nous aurons environ 4 établissements, ça fait 60 jeunes Indiens, ou jeunes Indiennes d'ailleurs, et leurs correspondants. Alors, la culture peut favoriser les affaires. Tout à fait. Il y a un grand contrat un peu emblématique en ce moment, dont les gens de Dassault et de Thales attendent impatiemment la conclusion. C'est la vente des Rafales, dont la vente en Inde aurait été un peu l'amorce. En Égypte. Oui. Oui, on peut penser que la vente en Égypte devait servir en quelque sorte à accélérer ce grand deal effectivement du Rafale en Inde, qui serait un des plus grands de toute l'histoire et qui traîne, quoi, évidemment. D'ailleurs, avec les Indiens, ce genre de contrat est toujours tout traîne. Tout traîne. Mais il faut bien voir quand même qu'il s'agit d'un contrat énorme. C'est-à-dire qu'en Égypte, je crois que c'est 24 ou 25 Rafales. Pareil, ce sont les mêmes en Inde, mais c'est 120 ou 125. Avec une exigence indienne, mais qui ne sont pas les seuls dans ce domaine-là, mais qui veulent ensuite pouvoir construire une partie, je ne me souviens plus du nom, mais une partie des Rafales chez eux. Donc il y a un transfert de technologie important et aussi un problème de responsabilité, d'ailleurs, qui gêne beaucoup les négociateurs. L'ancien Premier ministre Singh est sous le coup d'une accusation et poursuivi pour corruption. Alors ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en Inde, la corruption. Il y a eu un grand scandale qui s'appelait le scandale Beaufort, je crois, il y a une vingtaine d'années. C'est la corruption dans ces pays émergents, c'est pas comme en France, hein, c'est pas à la même échelle. Hein. Non, c'est pas la même échelle et surtout, elle est présente partout, d'ailleurs, à tous les niveaux. Mais alors je ne veux pas dire c'est à la décharge du pays, mais il y a un débat. C'est-à-dire quand on vit en Inde, ces problèmes de corruption sont évoqués tous les jours. Il y a des débats extrêmement vifs dans les médias, c'est-à-dire parce qu'on n'est pas dans d'autres pays plus fermés. On débat. Ça ne veut pas dire qu'on résout les problèmes, mais en tout cas, on en discute. On les expose. Il y a même eu une chaîne, une petite chaîne. C'est dans ce sens que le pays est démocratique, on ne cache oui, rien. il est démocratique, exactement. Il est démocratique et il y a même des gens qui ont risqué leur vie, qui ont été en prison pour avoir simulé avec des caméras cachées la remise d'argent auprès de ministres. Donc le scandale Beaufort, lui, est ancien, c'est lié à l'armement, c'est des canons. Hein, c'était du temps de justement Rajiv Gandhi. Là, il y en a eu d'autres depuis. Manmohan Singh, l'ancien Premier ministre, c'est très étonnant parce que c'est un technocrate. C'est le père des réformes économiques, très respecté, sauf à la fin de son mandat où, franchement, on a considéré qu'il avait perdu. Ou alors, s'il est accusé de corruption, c'est parce qu'il n'a pas su voir qu'il y avait une corruption. On ne peut pas dire qu'il était acteur lui-même. L'enquête continue. Jean-Claude Breton, merci d'être venu nous voir à Brest. Et donc, je vous incite à participer et assister à ce festival Armor India, dont le programme sera dans le Télégramme dans les prochaines semaines. Nous, on se retrouve la semaine prochaine sur TBO et TB Sud avec un nouvel invité. À bientôt.